Il est 22 h ici à Paris. Bonsoir, ravi de vous retrouver. On va passer la soirée ensemble. Voici nos titres à la une ce soir sur France 24. Ce nouvel incident dans le sud Liban entre l'armée israélienne et la FINUL. Selon la force intérimaire des Nations Unies au Liban, un char israélien a tiré sur une de ses positions. Alors, quel avenir pour cette force de l'ONU au sud Liban? On en parle dans un instant avec Olivier Passot, ancien chef de liaison de la FINUL. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À la une également, Volodymyr Zelensky présente son plan de victoire aux députés ukrainiens. Parmi ces 5 points, le refus de céder le moindre kilomètre carré de territoire à l'ennemi russe. Un plan qui a déjà été présenté aux alliés de Kiev, c'était ces dernières semaines. Et puis on parlera également économie tout à l'heure avec Johanna Citruc à 22h15. Au menu aujourd'hui, le budget 2025. Bien sûr, le texte est arrivé aujourd'hui au Parlement, en commission des finances. Le début d'un parcours législatif qui s'annonce pour le moins animé. Et puis à 20 jours de la présidentielle américaine, on en parlait en titre, la bataille des chiffres fait rage, notamment sur les réseaux sociaux. Des comptes pro-Trump affirment que Kamala Harris se serait effondrée dans les sondages. Alors où en est le rapport de force entre les deux rivaux dans cette course à la Maison-Blanche? Maya Anaïs-Yatagen nous le dira dans 20 minutes. Ce sera votre chronique Info Intox. Vous connaissez le programme, bienvenue dans l'Actu 360. Près d'un mois après le début de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël, les jours se suivent et se ressemblent au Liban. Ce mercredi, l'armée israélienne a encore mené des dizaines de frappes meurtrières dans le pays. On compte au moins 16 morts. Parmi les victimes, vous allez le voir, figure le maire de la ville de Nabatillé. Image commentée ce soir par Marc de Chalvron. Le son des avions de chasse israéliens dans le ciel de Nabatillé. Cette ville du sud du Liban, fief du Hezbollah, a fait l'objet d'un pilonnage intensif aujourd'hui. Une quinzaine de frappes. Au moins 16 personnes ont péri dans ces bombardements, dont le maire de la ville et plusieurs membres du conseil municipal. L'armée israélienne affirme avoir visé ici plusieurs cibles du Hezbollah. Plus au sud, la ville de Cana a également été frappée. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Au moins 3 personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées. Mais les secours tentent encore de retrouver des survivants sous les décombres. La plupart des familles qui sont sous les gravats sont des familles de civils. Ils n'ont pas voulu partir de chez eux. Ils sont morts sur leur terre. L'État hébreu a intensifié ses bombardements sur le sud du Liban. L'armée israélienne a diffusé ces vidéos aujourd'hui. Toutes sont présentées comme des frappes contre des cibles du Hezbollah. Sur cette vidéo, on voit plusieurs explosions simultanées. Elles visent, d'après l'armée israélienne, à détruire un tunnel du mouvement chiite libanais. Les mêmes explosions vues du sol. Le village de Meibib a été rayé de la carte, d'après la presse libanaise. Des frappes multiples dans le sud, mais également dans l'est du Liban, dans la plaine de la Beka et à Beyrouth, la capitale libanaise, frappée ce matin par un bombardement israélien après plusieurs jours de répit. Le sud du Liban, on y reste pour évoquer le sort de la FINUL, prise pour cible encore ce soir par l'armée israélienne qui assure que les combattants du Hezbollah utilisent ses positions. Une force intérimaire des Nations Unies au Liban qui s'est exprimée aujourd'hui. Elle l'assure, elle restera dans le pays du Cèdre, contrairement à ce qu'avait réclamé Benyamin Netanyahou ces derniers jours. Avant de donner la parole à mon invité, explication signée Jenna Lebras depuis Beyrouth. Nous nous sommes rendus cet après-midi au QG de la FINUL à Beyrouth. Nous avons rencontré Andrea Tenenti, son porte-parole. Lors de cet entretien, il a expliqué en somme que malgré les sommations de Benyamin Netanyahou de quitter le sud Liban, eh bien, la FINUL restera en place. C'est très important d'avoir une présence internationale dans cette zone du sud Liban, a-t-il déclaré. Car même si nous sommes très confinés à cause des dangers du terrain actuellement, nous sommes en mesure de constater ce qu'il se passe sur place. Cette présence internationale
international est capital aujourd'hui, alors que les violations de la résolution 1701 de l'ONU ont cours de la part de l'armée israélienne comme du côté du Hezbollah. À la question est-ce que la mission de la FINUL a donc échoué, étant donné le contexte actuel, eh bien il répond que cette mission a toujours été difficile, et dans la mesure où les deux parties n'ont pas respecté leurs obligations et que la FINUL est impuissante, eh bien si les belligérants ne font pas preuve de bonne volonté et de conciliation. Il a toutefois rappelé l'importance de la présence du drapeau onusien sur ce territoire et insisté sur le fait que ce n'est pas qu'un symbole. Même si la FINUL apparaît impuissante aujourd'hui face à l'escalade militaire, elle continue d'apporter des observations, mais aussi de l'aide aux populations civiles qui en ont besoin sur le terrain. Et ça, évidemment, c'est capital, surtout dans le contexte actuel. Et pour parler des difficultés actuelles rencontrées par la FINUL, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui la connaît bien, c'est Olivier Passot. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes général de brigade, chercheur associé à l'IRSEM, spécialiste du Moyen-Orient où vous avez servi pendant 10 ans et vous avez été chef de liaison justement de cette FINUL. Je le disais, nouvel incident encore ce soir entre l'armée israélienne et cette force de l'ONU, la FINUL qui l'assure, un char israélien a tiré sur une de ses positions dans le sud. Les incidents s'enchaînent, ils sont désormais quasi quotidien. Ce nouvel incident montre que effectivement tous ces tirs sont intentionnels de la part des forces de défense israéliennes, en tout cas au niveau local. Il y a une volonté manifeste d'intimider la FINUL pour aller dans le sens de ce qu'a demandé le Premier ministre Netanyahou, à savoir que la FINUL se retire des 5 km au nord de la ligne bleue. C'est une volonté donc d'intimider pour avoir plus de champs libres, intérêt purement stratégique, purement tactique donc? Voilà, je pense qu'effectivement l'intimidation que représentent ces tirs, c'est une recherche de liberté d'action. Les forces de défense israéliennes sont engagées dans une guerre et la liberté d'action est un principe de la guerre. Il s'agit pour lui d'avoir le maximum de contrôle sur la zone dans laquelle il opère. Les cantonnements de la FINUL n'abritent pas en tant que tels des combattants du Hezbollah, mais le fait d'avoir des cantonnements et des zones qu'ils ne contrôlent pas laisse la possibilité aux gens du Hezbollah de s'abriter dans les interstices entre les zones contrôlées par l'ONU et les zones contrôlées par les Israéliens. La FINUL, c'est donc aujourd'hui un obstacle pour les objectifs de guerre israéliens? Alors, ça, c'est cette perception. Je ne pense pas que c'est la bonne. Par ailleurs, il est possible aussi, comme l'a dit Andrea Tenenzi, le porte-parole de la FINUL, que la mission de relater, de constater, d'observer n'est pas souhaitée par les Israéliens qui veulent avoir le champ libre et ils préfèrent ne pas avoir de témoins dans leurs opérations. Sur ces tunnels du Hezbollah qui ont été découverts par l'armée israélienne, est-ce que ça peut justifier, du moins du côté israélien, ces opérations ? Alors bien sûr, les tunnels ne sont pas une affaire nouvelle puisque moi, quand j'étais à la liaison en 2018-2019, il y a eu une grande opération menée par les Israéliens pour détecter et neutraliser tous ces tunnels transfrontaliers. On s'était employé avec la FINUL et les partis, en particulier les Israéliens, d'identifier, de rechercher, etc. Il en reste encore, puisque j'ai découvert sur les vidéos, sur les reportages israéliens, un départ tunnel non loin d'un camp de la FINUL. Évidemment que les tunnels peuvent être utilisés soit pour l'attaque, dans le cas de tunnels transfrontaliers, soit défensifs, des caches d'armes ou des caches de personnel pour enfouir des personnes et de manière à mener une guérilla contre une force d'occupation. Et on a découvert ces images à l'antenne. On peut aussi peut-être rappeler l'une des particularités de la FINUL. Lorsqu'elles se font tirer dessus, les forces ne sont pas en mesure de réagir. Ce n'est pas leur rôle. Vous pensez qu'il y a un problème de mission, de statut? Quel est votre sentiment à ce propos? Les forces de l'ONU, enfin le mandat permet la légitime défense, la légitime défense est un concept plus large que l'autodéfense, puisqu'il permet à la fois de se défendre soi-même, mais également de porter assistance à des personnes qui sont sous notre protection ou unité voisine. Donc le principe de légitime défense et de proportionnalité dans la légitime défense est tout à fait suffisant pour se défendre. Sauf que, d'une part, ce n'est pas le mode d'action auquel les forces les contingents sont habitués, parce qu'on leur tire pas dessus, heureusement, en général. Et la chaîne de commandement de la FINUL n'est pas non plus parfaitement adaptée à cette chose-là.
En outre, les soldats qui sont pris à partie par les forces de défense israéliennes, quand ils voient un Merkava leur tirer dessus, ils ont tendance à pas riposter parce qu'ils ont évidemment peur d'avoir une riposte supplémentaire et d'y passer. Dernière question, réponse rapide, si vous le voulez bien. La FINUL peut-elle encore rester longtemps sous le feu israélien? Son porte-parole l'a dit aujourd'hui, la FINUL va rester. Ça peut changer dans les jours, dans les semaines à venir? J'espère qu'ils vont rester. J'espère qu'aucun des contingents ne va faiblir et ne va décider de manière unilatérale de lâcher le Sud-Liban. Merci Olivier Passot d'avoir accepté ce soir l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous. Dans l'actualité également, c'est ce mercredi que Volodymyr Zelensky a dévoilé son plan de victoire aux députés ukrainiens, un plan en 5 points. Il prévoit notamment que Kiev reçoive une invitation sans condition à intégrer l'OTAN. Il exclut également toute cession de territoire ukrainien à la Russie pour mettre un terme à ce conflit qui dure depuis le 24 janvier 2022. Les détails ce soir, c'est avec Léo Péchard. Le discours était très attendu par les Ukrainiens. Devant les députés, Volodymyr Zelensky déclame son plan de la victoire destiné à mettre fin à la guerre contre la Russie. Et pour lui, l'issue du conflit ne se fera pas au détriment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie doit perdre la guerre contre l'Ukraine. Le front ne peut être gelé. Il ne peut y avoir d'échange concernant le territoire de l'Ukraine ou sa souveraineté. Le plan se décline en 5 points. Il repose d'abord sur une invitation à l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Ensuite, Zelensky veut la poursuite des opérations militaires et la levée des restrictions aux frappes sur le territoire russe. L'Ukraine propose aussi de déployer sur son sol un dispositif de dissuasion non nucléaire. Le 4e point porte sur le développement économique de l'Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie. Enfin, le dernier concerne la garantie de la sécurité du pays après la guerre. Les partenaires de l'Ukraine, à qui ce plan a déjà été présenté, l'ont pris en compte de manière attentive. Les équipes se concentrent sur les détails pour un soutien efficace. Demain, je présenterai le plan de la victoire au Conseil européen. Un plan pour la victoire balayé par le Kremlin qui appelle l'Ukraine à reprendre ses esprits. On parle d'un plan de paix éphémère depuis de nombreuses semaines. Il s'agit vraisemblablement du même plan des Américains qui vise à nous combattre et que Zelensky fait maintenant passer pour un plan de paix. Apparemment, c'est ça. Il n'y a pas d'autre plan. En attendant, les combats continuent. Moscou affirme avoir pris 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Kiev dit avoir abattu 51 drones russes durant la nuit de mardi à mercredi. C'est un signe de plus de la distance toujours plus grande entre le Niger et l'ancienne puissance coloniale française. À Niamey, le régime militaire au pouvoir a débaptisé plusieurs rues et sites historiques de la capitale, et sites qui portaient des noms en lien avec la France. On voit tout cela avec Anna Pereira. Fini les noms à la gloire française dans les rues de Niamey. Que ce soit l'avenue Charles de Gaulle ou la place de la Francophonie, les Nigériens ont débaptisé ce mardi ces lieux historiques évoquant l'ancienne puissance coloniale. Une décision du régime militaire, arrivé au pouvoir après le coup d'État de juillet 2023. À l'image d'un défilé, les cadres de la junte arpentent au pas de charge les artères de la ville sur fond de musique militaire. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. L'axe sera désormais baptisé avenue Djibo Bakary, homme politique socialiste et figure majeure du mouvement indépendantiste national à la fin des années 50. Le colonisateur, en souvenir de son passage, a marqué certains de nos centres urbains d'un nom de ceux-là même qui nous ont causé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. Le monument dédié aux morts des 2 guerres mondiales devient Boubandé Batama, à nos morts en langue germain. Un hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours.
Après avoir expulsé l'ambassadeur et les militaires français engagés dans la lutte anti-djihadiste, remodelé l'ancien centre culturel franco-nigérien qui a perdu son identité binationale, le régime continue d'accuser fréquemment Paris de vouloir le déstabiliser.